OK, très bien. Donc, bienvenue, on va ajouter les retardataires petit à petit, mais pour ne pas perdre plus de temps. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Avant de commencer, on va donner la parole à monsieur Sébastien Portelli qui représente l'ambassade de France en Colombie et qui va, vous donner quelques mots d'introduction. Vas-y, Sébastien. Merci Pierre. Bonjour a toutes et a tous. Feliz tarde para todos y todas. Estamos muy contentos desde la Embajada de Francia, en conjunto con la red de las alianzas francesas de Colombia y especialmente con la Alianza Francesa de Bogotá. On est très heureux de vous accueillir de nouveau pour cette première édition du cycle de webinaire Colfleu qui rentre dans sa deuxième année d'existence, puisque l'année dernière, c'était 6 webinaires Colfleu que vous nous avions proposés tout au long de l'année. Et on a décidé cette année de vous proposer un nouveau cycle qui commence aujourd'hui. Alors, un jour un peu spécial, puisque nous sommes le 20 mars, nous sommes le jour international de la francophonie. Donc, on est particulièrement ravis de commencer ce cycle de webinaires ce jour-là. Surtout, et je m'adresse à tous nos collègues enseignants, futurs enseignants qui sont connectés, et spécialement ceux qui sont connectés de Colombie, puisque nous savons que nous avons des collègues aussi d'autres pays qui se connectent et vous êtes plus que les bienvenus. C'est un jour un peu spécial aujourd'hui pour l'ambassade de France, pour les alliances françaises de Colombie, mais pour l'éducation et le plurilinguisme de manière générale en Colombie, puisque nous avons signé ce matin même à Bogota avec le ministère de l'Éducation nationale colombien et la ministre de l'Éducation, le premier curriculum suggéré de français pour la Colombie qui va devenir à partir d'aujourd'hui officiellement un outil, une base curriculaire fantastique pour tous les établissements scolaires, quels qu'ils soient, mais aussi ces établissements publics qui s'engagent sur la voie du plurilinguisme et de l'enseignement du français, qui va devenir donc une base curriculaire officielle du ministère de l'Éducation nationale colombien pour permettre, développer l'enseignement du français dans tout le système public ici en Colombie. Donc c'est une grande journée pour nous tous, c'est une grande journée pour le plurilinguisme et c'est une grande journée pour la francophonie. Donc je vous remercie d'être présent. C'est avec grand plaisir qu'on vous propose ces sessions qui, nous l'espérons, vous soient utiles. C'est pour vous qu'on les pense, professeurs, futurs professeurs, quels que soient vos établissements d'enseignement. Voilà, je n'en dis pas plus. Pierre, je te remercie et je vous souhaite un excellent webinaire et je laisse la parole, je te rends la parole, Pierre. D'accord, merci, Sébastien. Alors moi, je vais la redonner tout de suite à, Catherine Jourdain, donc, directrice pédagogique de l'Alliance française de Bogota. Merci Pierre. Alors bonsoir à toutes et à tous. Moi, je vais vous dire quelques mots depuis le réseau des Alliances françaises. Voilà, on a initié ce cycle de webinaires depuis l'année dernière, comme le disait Sébastien, en collaboration avec l'ambassade de France. Et puis pour nous, ces webinaires, c'est aussi l'occasion de vous partager le savoir-faire et les connaissances des enseignants formateurs de tout le réseau des Alliances françaises de Colombie. Vous allez avoir cette année, comme l'année dernière, 6 webinaires tout au long de l'année avec des thématiques très différentes. On a essayé de choisir des thématiques qui soient au plus proche de vos préoccupations ou de vos situations d'enseignement, que vous soyez en primaire, au collège, dans l'enseignement supérieur, ou que vous soyez vous-même professeur en Alliance française. Donc voilà, on est ravis aujourd'hui de vous accueillir pour ce premier webinaire. Et puis, on va commencer aujourd'hui, ce premier webinaire avec l'intervention de Katrina qui va nous parler d'éléments sur le Québec et qui nous vient tout droit de l'Alliance française de Barranquilla. Voilà, c'est l'occasion de commencer aussi avec une alliance qui marche très bien en Colombie, qui a des professeurs de qualité et dont on est très fiers dans le réseau. Merci à tous.
Très bien, merci Catherine. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais rappeler deux ou trois points. Donc, vous pouvez évidemment participer pendant ce webinaire dans le chat hein, si vous avez des messages. Et quoi qu'il arrive, à la fin, on prendra du temps, une quinzaine de minutes, pour que vous puissiez poser directement des questions à Katrina, donc, qui, comme l'a dit Catherine, elle travaille à l'Alliance française de Barranquilla et qui est également donc docteur en linguistique à la Sorbonne, chercheuse en linguistique, maîtresse de conférences à l'Université Polytechnique et des Hauts-de-France et qui est également enseignante à l'Université de Magdalena. Euh, donc voilà, hein, c'est bon, j'ai tout bon, Katrina, j'ai rien oublié? Non, je pense que c'est tout. Merci, Pierre. Parfait, donc vas-y, on t'écoute et je te donne la parole. Ok, très bien. Merci beaucoup, Pierre. Et merci, Catherine et Sébastien, pour les introductions aussi. Et donc, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là avec vous ce soir et de partager ce moment euh, pédagogique avec vous. Je vais juste partager mon écran rapidement. Est-ce que ça se voit? Bien. Ouais, Ça se ouais, voit très bien, très bien. bien? Oui. Oui. Ok, très bien. Alors, donc, comme vous le savez, on va parler ce soir de l'interculturalisme québécois et à partir de quelques explorations et quelques approches pédagogiques. Donc, d'abord, j'aimerais bien vous donner à vous rapidement la parole. On va lancer un petit sondage. Pour vous, c'est quoi l'interculturalisme? Vous pouvez répondre rapidement dans notre petit sondage qui vient d'apparaître. Vous avez trois choix. Sans pression, bien sûr. On va en parler dans tous les cas. OK. Alors, donc, on voit presque tout le monde a répondu. Très bien. Alors, on voit, oui, la majorité d'entre vous ont répondu par la réponse C. Donc, un modèle de vivre ensemble, deux ou plus cultures s'intègrent et forment une culture commune. Et donc, c'est la réponse correcte, donc bravo. L'autre réponse, qui a eu pas mal de réponses, c'était la réponse B. Un modèle de vivre ensemble, deux ou plus cultures vivent les unes à côté des autres paisiblement. OK? On va voir dans un moment pourquoi c'est plutôt la réponse C que la réponse B. OK? Donc, quelques définitions pour bien clarifier cette notion de l'interculturalisme. Okay? Je vous en propose deux ici. La première qui est de Dion Charest, qui dit que l'interculturalisme, bon, à la québécoise bien sûr, est un modèle québécois d'intégration et d'aménagement de la diversité et repose sur deux piliers, une culture commune et la diversité culturelle. Bouchard, propose la définition suivante, un peu plus élaborée, un peu plus longue, mais c'est surtout lui qui a vraiment bien essayé d'élargir et de clarifier cette notion qui est quelque peu complexe. Et il dit donc que l'interculturalisme est basé sur la philosophie pluraliste et c'est défini de la manière suivante. C'est un modèle axé sur la recherche d'équilibre qui entend tracer une voie entre l'assimilation et la segmentation et qui, dans ce but, met l'accent sur l'intégration, les interactions et la promotion d'une culture commune dans le respect des droits et de la diversité. Okay? Donc, on a quelques points très importants au sein de cette définition de l'interculturalisme. Le premier étant le respect des droits. La deuxième, de la diversité ethnoculturelle.
Le troisième est la proposition du rejet de l'assimilation. Le quatrième point est la favorisation de l'insertion économique et sociale des immigrants. Cinquième point important est donc l'invitation à combattre toutes les formes de discrimination et racisme. On a aussi un appui sur l'enseignement des langues d'origine au profit des immigrants. On encourage l'insertion économique et sociale de toutes et tous. Et on a de nouveau, comme on a vu dans la première définition, cette création d'une culture commune. Donc, c'est quoi la culture commune? Et pourquoi on en a besoin? Okay? On peut le définir de la manière suivante. La culture commune est nourrie de valeurs et des règles officielles de la société, inscrites dans les lois et dans la charte, dans les rituels de l'État et des institutions, mais puisant également dans les expériences de la vie quotidienne, dans la dynamique des échanges et des interactions, dans le brassage des traditions, des croyances, des identités et des visions du monde. Okay? On va revenir dans juste un moment sur des questions de charte et des rituels d'État qu'on vient de mentionner ici. Mais la culture commune donc, se définit de cette manière-là et elle remplit 4 fonctions principales au sein de la société dans laquelle elle s'inscrit. Donc, la culture commune sert l'intégration en étant un point de soudure de la diversité. Elle atténue et harmonise la dualité, prévenant ainsi le durcissement du rapport de eux-nous, donc en évitant cette séparation, okay, en essayant d'éviter cette séparation. La culture commune jette des passerelles pour les membres de la majorité, aussi bien que des minorités culturelles qui souhaitent renégocier leur appartenance d'origine et s'intégrer pleinement dans la culture sociétale ou nationale. Et finalement, la culture commune est le lieu de rencontre, d'expression et de mise en valeur de la diversité. Donc justement, la culture commune, effectivement, c'est extrêmement important si on se base dans ce modèle de interculturalité. Et dans une société comme le Québec, évidemment, où on a ce mélange de cultures, donc de culture francophone, bien sûr, on a quand même ce rapport avec la culture anglophone et aussi avec les cultures indigènes. Ce mélange, ce lieu de rencontre est extrêmement, extrêmement important. Et donc, justement, l'interculturalisme est une notion, un concept central, clé aux mœurs et à l'identité québécoise. Donc, effectivement, on peut dire que c'est un des piliers de la société québécoise. Et on fait aussi, donc, comme on a vu dans les distinctions, dans le sondage, pardon, au début, une distinction entre le multiculturalisme et l'interculturalisme. Okay? Par exemple, la réponse B que vous avez vue dans le sondage, c'était plutôt la définition du multiculturalisme qui prévaut dans le pays du Canada de manière générale. Okay? Alors qu'au Québec, on prône plutôt ce qu'on appelle le interculturalisme, donc la réponse C que plusieurs d'entre vous avez choisi. Okay? Donc, la différence entre ces deux, entre le multiculturalisme et l'interculturalisme, réside dans justement cette interaction. Okay? Le multiculturalisme accepte les différentes nationalités et cultures qui se côtoient et qui vivent les unes à côté des autres. Donc, justement, c'est quand même quelque chose de très positif. On n'est pas ici pour critiquer le multiculturalisme. Mais ce qui fait la différence, c'est que l'interculturalisme va plus loin que ça. Okay? L'interculturalisme accepte non seulement les différences, okay, mais les relations sont bidirectionnelles et les cultures interagissent les unes avec les autres. Donc, on a vraiment cette idée d'action, de convalescence, de cohésion. Et donc, pourquoi au Québec? Pourquoi on a cette notion au Québec? Pourquoi on a décidé de rejeter la notion de multiculturalisme qui est pour le Canada? Pourquoi le Québec avait ce besoin de définir sa propre notion? Eh bien, justement, c'est en relation, comme je vais mentionner rapidement tout à l'heure, avec l'identité générale du pays. On sait bien que donc, le Québec est une province francophone
au sein du Canada, qui est donc un pays généralement anglophone. Okay? Donc, on a quand même une différence culturelle de base ici. L'histoire du Québec a eu quand même un chemin légèrement différent que celui du reste du pays. Okay? On ne va pas avoir le temps ce soir de faire un cours d'histoire sur le Québec. Si vous êtes intéressé, on peut éventuellement en parler après. Mais quand même, cette histoire et cette identité nationale, dès le début, cette identité provinciale plutôt, est vraiment un peu la racine de ce développement de l'idée. Okay? Et donc, justement, en termes de politique et en termes légal, le Québec a rejeté le modèle multiculturaliste qu'on vient de mentionner. Et donc, officiellement, il y avait ces rejets en 1971. Et cela a eu lieu parce que le Québec et son gouvernement ne trouvaient pas le modèle multiculturalisme canadien adapté à la situation ni aux aspirations de la province. Okay? Et on note aussi qu'en ces moments, dans les années 70, donc on était en plein milieu, un peu touchant à la fin, de la révolution tranquille qui a eu lieu au Québec, qui a commencé au début des années 60. La révolution tranquille, bon, on était dans les années 60, on a eu un peu partout dans le monde des questions un peu des renégociations d'identité, des questions de liberté, on a eu par exemple le mai 68 en France, aux États-Unis également, on était quand même dans plusieurs mouvements sociaux, etc. Donc, on avait quelque chose de similaire qui s'est passé au Québec et qui tournait beaucoup autour de l'identité francophone de la Provence. Okay? Donc, justement, cette réponse, donc, qui était ce rejet de ce modèle, venait un peu culminer tout ce qui s'est passé durant la Révolution culturelle, tranquille. Donc, le rejet, c'est très bien, on est d'accord, ok, mais il fallait donc formuler un autre modèle, parce qu'on ne peut pas quand même rester avec un vide. Donc, au Québec, ils décident de créer ce qu'on appelle maintenant l'interculturalisme, et donc qui s'élabore et qui se développe depuis. Okay? On note que cette notion est toujours en développement. On a vu plusieurs définitions tout à l'heure au début de la présentation, qui sont assez vastes, qui intègrent plusieurs parties, plusieurs concepts, plusieurs aspects, etc., ce qui est très bien. Mais c'est une notion vaste et c'est quelque chose qui est toujours en développement, toujours en négociation, vu que c'est quand même une société qui est en pleine évolution. Comme on voit en ce moment, on va voir tout à l'heure les négociations, les renégociations identitaires qui viennent avec la forte immigration qui est en train de se passer dans le pays maintenant, dans la province, excusez-moi. En 1975, on a eu la création de la Charte québécoise des droits et des libertés, qui venait un peu concrétiser certaines de ces notions qu'on a vu s'élaborer durant la Révolution tranquille. La Charte québécoise, c'est un document légal que vous pouvez lire facilement si vous souhaitez. Ça se trouve en ligne. Mais globalement, pour faire un résumé très bref, ces documents disent que toute personne se trouvant au Québec est égale aux autres en termes de dignité et de valeur. C'est quand même quelque chose, bon, on peut dire c'est assez beau, et c'est assez important pour quand même partir sur des bases de cette notion d'interculturalisme qu'on prend maintenant. Okay? Donc, droit et liberté, tout le monde est exactement égal au Québec. Okay? On a aussi, 2 ans après, en 1977, la Charte de la langue française, qui est un document légal, de nouveau, facilement trouvé en ligne, si vous le souhaitez, qui propose une redéfinition, une réaffirmation de l'identité francophone au Québec. Okay? Cette identité si centrale, si unique de cette province au sein du Canada et au sein des Amériques. Okay? Et c'est dans ces documents où on a vraiment la structure légale de comment fonctionne la francophonie au sein de cette province. Okay? Que la langue française est donc la langue légale, de l'éducation, etc., de tout procédé légal ou politique au sein du pays. Okay? Donc, on a quand même une inscription légale de la langue qui réaffirme cette identité et qui lui donne une force. Okay?
Donc, on a un peu ces étapes-là, donc la révolution tranquille, la construction de l'identité qui vient avec, et donc l'inscription légale de cette identité, de ces mœurs au sein du système légal québécois, qui vont vers, qui nous aident à aller plutôt vers une concrétisation de cette idée d'interculturalité. OK? Et donc maintenant, comment on voit l'expression de l'interculturalisme au Québec? Donc, j'ai mentionné, et j'imagine que vous le savez très bien, le Québec actuellement est une province qui propose énormément d'appui à l'immigration. Okay. Il y a des raisons, bien sûr, économiques pour ça. Surtout depuis la pandémie, il y a un manque de main-d'œuvre au sein de la province. Donc, ils sont à la recherche des personnes qui pourraient venir remplir certains manques, certains vides au sein de certaines professions. Mais aussi, il y a un vrai désir de créer une société interculturelle, variée, avec plein de diversité. Et donc, il y a vraiment une politique très ouverte qui va vers ça, qui aide à concrétiser cette idée de cette société interculturelle. Okay? Et donc, ça passe par la migration. En 2021, il y avait quand même 23% de la population du Québec qui était étrangère. C'est une grande partie de la population. Okay? Le nombre total des immigrants en 2021, ça c'était les derniers chiffres que je trouvais publiés. J'imagine que ça a augmenté depuis, mais on était autour des 8 millions. Donc, de nouveau, un chiffre important. Et entre 2016 et 2021, on avait quand même plus d'1 million, presque 1,5 million d'immigrants qui sont arrivés au Québec. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en mouvement. De nouveau, le gouvernement est extrêmement actif dans ce sens en proposant beaucoup d'appui, beaucoup de programmes, comme j'imagine, surtout les professeurs qui travaillent ici en Colombie avec les Alliances françaises. J'imagine que vous êtes très au courant de tous ces programmes, les programmes de MIFI, on va en parler dans un moment, de francisation, des aides à l'emploi et à l'immigration. Okay? Donc, on voit vraiment un programme et des idées, des principes qui ont des résultats très concrets au sein de la population. Okay? Et donc, on peut dire, en vue de ces chiffres, que les immigrants représentent la plus grande partie de la population depuis plus de 105 ans. Donc, une augmentation très importante. Alors, maintenant, on vient d'explorer l'interculturalisme, on va maintenant faire le lien avec les compétences interculturelles, qui vous parlent peut-être un peu plus des profs. J'imagine que les profs de FLE, de langue étrangère, vous avez déjà entendu ce terme. Donc, de nouveau, petit sondage rapide. Vous avez quelques choix pour définir la compétence interculturelle. Allez-y. De toute façon, on va en parler. Katrina, il y a plusieurs réponses possibles, me semble-t-il. Oui. Il y a oui, pardon, j'aurais dû préciser, pardon, merci Pierre. Il y a deux réponses correctes. Alors, 5 secondes de plus et puis on va en parler. OK. Très bien. Bon, je voulais pas trop vous piéger, mais bon, c'est vrai qu'il y a une certaine similitude entre pas mal des réponses. Mais les deux réponses possibles seront la B, donc l'ensemble des capacités qu'un individu acquiert tout au long de sa vie, ses voyages et ses expériences, et la D, un ensemble des capacités requises pour une interaction réussie avec un groupe de personnes de cultures différentes. OK, on va en parler maintenant. Je vous remercie
pour votre participation. OK? Alors, donc, quelques définitions de plus. On va en reprendre une qu'on vient de voir et je vais vous proposer aussi une deuxième. OK? Donc, cette compétence interculturelle, on en parle pas mal dans les cours de FLE, dans les formations que nous avons en tant que professeurs. C'est quand même une terminologie qu'on jette un peu partout, mais on va quand même prendre un moment ici pour le définir, pour le concrétiser, parce que c'est quand même important. Mais il faut savoir de quoi on parle. OK? Donc, première définition. La compétence interculturelle est un ensemble des capacités requises pour une interaction réussie avec une ou un groupe de personnes de cultures différentes. Okay, très bien. Autre possibilité, autre définition. La compétence interculturelle est la capacité de comprendre, d'analyser les différences d'une culture, d'y s'y adapter, d'y évoluer et d'atteindre ses objectifs dans cette différence. Okay? Donc, quand même, une notion qui passe par plusieurs étapes. Okay? La compréhension, l'analyse, l'adaptation, l'évolution et le fait d'atteindre les objectifs. Okay? Donc, on est vraiment dans l'interpersonnel. Okay? Et on est dans l'évolution des capacités personnelles. Okay? Pour pouvoir être plus, disons, responsable, ouvert, adaptable dans nos interactions avec l'autre. Okay? Quelques précisions sur cette compétence. Donc, j'imagine que plusieurs d'entre vous savent déjà ça, mais cette compétence interculturelle fait partie du cadre européen commun de référence pour les langues. Okay? Donc, c'est quand même important en tant que professeur de langue de connaître un peu cette notion. Et on note aussi que c'est important quand même de ne pas trop distinguer entre la notion de langue et culture. Okay? La langue et la culture et les langues. Okay? Moi, je préfère penser les choses de cette manière-là. Donc, on est en train d'enseigner une langue, disons. On est professeur de français, langue étrangère ou autre. On n'est pas seulement en train d'enseigner une langue, on est en train d'enseigner une culture à nos étudiantes, à nos étudiants. C'est très important d'être au courant et de vraiment profiter aussi de cela, parce que ça va bien au-delà de capacités linguistiques. On a beaucoup de choses, il y a plein de choses qui existent au sein d'une langue. Toute une culture existe au sein de la langue qu'on est en train d'enseigner. Donc, on est en train de faire passer tout ça lorsqu'on enseigne la langue. Okay? Donc, cette non-distinction entre les deux, pour moi, est essentielle. Okay? La maîtrise et l'exercice de la compétence interculturelle donc, aurait plusieurs objectifs. La première, être capable de comparer les différents goûts, valeurs, représentations, de savoir communiquer d'une manière efficace afin d'optimiser l'interaction, la coopération et le travail en groupe, d'échapper aux stéréotypes et préjugés, et de pouvoir réfléchir à la culture d'autrui, de développer sa réflexion critique et de confronter des ressemblances et des divergences de sa propre langue avec la langue et culture cible. Okay? Donc, ces objectifs très essentiels en premier lieu dans la salle de cours. Okay? On a besoin de pouvoir faire tout ça au sein de la salle de cours. Et après, on espère pouvoir faire ça en dehors. On espère que nos étudiants vont pouvoir faire ça. Okay? Donc, l'interculturel, de forme globale, est donc un mélange de là où les cultures de l'apprenant, la culture de l'apprentissage. Okay? Donc, on a ce mélange qui s'est créé. Donc, disons qu'on est dans une alliance française de Colombie, on a quand même la culture colombienne et on a la culture française. Okay? On a quand même ce mélange qui vient de là. Peut-être on a plusieurs cultures de plus. Peut-être on a des étudiants avec plusieurs cultures qui seraient, je ne sais pas, colombiennes, argentiniennes. Ou on a un professeur franco-suisse ou un professeur franco-britannique. On ne sait pas, mais on est quand même en train de créer ce mélange qui vient à partir de ces multiples cultures qui existent au sein de la salle de FLE. Okay? Et donc, ce mélange de culture de l'apprenant et de la culture de l'apprentissage mène à un résultat final. Donc, grâce au dialogue qu'on crée au sein de la salle de cours. Et ce résultat final est donc ce qu'on appelle le interculturel, ou pour reprendre un peu de la terminologie que nous avons vue tout à l'heure, la troisième culture ou la culture commune. Okay? Et c'est ça un peu notre objectif
au sein de la salle de FLE, c'est de pouvoir créer cette culture commune. Un peu plus sur la compétence interculturelle dans la salle de FLE. Donc, l'apprenant d'une deuxième langue en langue étrangère et d'une deuxième culture en étrangère ne perd pas la compétence qu'il a dans sa langue et sa culture maternelle. Et la nouvelle compétence en cours d'acquisition n'est pas non plus totalement indépendante de la précédente. L'apprenant n'acquiert pas de façon étrangère d'agir et de communiquer. Il devient plurilingue et apprend l'interculturalité. Les compétences linguistiques et culturelles relatives à chaque langue sont modifiées par la connaissance de l'autre et contribuent à la prise de conscience interculturelle, aux habiletés et au savoir-faire. Elles permettent à l'individu de développer une personnalité plus riche et plus complexe et d'accroître sa capacité à apprendre d'autres langues étrangères et à s'ouvrir à des expériences culturelles nouvelles. On rend aussi les apprenants capables de médiation par l'interprétation et la traduction entre les locuteurs de deux langues qui ne peuvent communiquer directement. Okay? Donc, on revient aussi, dans cette définition, on exprime quand même ces idées de la culture commune qu'on est en train de créer comme des couches, en fait. Donc, comme on voit, on ne perd pas, comme on dit dans cette première partie du texte, on ne perd pas notre culture d'origine lorsqu'on est en train d'apprendre une deuxième culture ou deuxième langue. Ce n'est pas en apprenant le français qu'on oublie l'espagnol. Okay? Bien sûr. On acquiert d'autres compétences, d'autres notions culturelles, d'autres notions linguistiques, etc. Et du coup, on va, en rajoutant à la culture et aux compétences linguistiques que nous avons déjà. Okay? Et donc, ça devient un plurilinguisme, un pluriculturalisme et donc un interculturalisme. Okay? Et donc, on revient à cette idée de l'interculturalisme que nous avons vu au début de la présentation, non? Qui passe par la compétence interculturelle. C'est justement en permettant, en créant cette compétence interculturelle, et donc ce que nous pouvons faire en tant que professeurs, donc créer un environnement, une ambiance propice à cela, que nous permettons donc la création, l'élaboration et l'expression de l'interculturalisme dans sa forme à la québécoise, ou si on préfère le voir autrement, mais on trouve quand même des éléments, des notions très, très, très importantes au sein de cette manière de voir ça à la québécoise. Okay? Donc, cette complexité, cette richesse qui s'est créée grâce à la compétence interculturelle. Okay? Donc, justement, on peut dire, hein, à mon avis, on peut en parler bien sûr à la fin, mais pourquoi j'ai fait le lien entre ces deux, c'est parce que je trouve justement que l'interculturalisme à la québécoise et la compétence interculturelle sont extrêmement compatibles et vont vraiment de pair. Okay? Donc, on peut voir, pour le dire autrement, on peut voir les notions présentes dans l'interculturalisme québécois et donc le concept en lui-même comme un fil rouge pour l'application et l'exploration de la compétence interculturelle dans la salle de FLE. Okay? En revenant au concept que nous avons vu au début de l'adaptation, de l'analyse, du respect, de la communication et plurilinguisme, de la diversité et donc de la création d'une culture commune aux troisième cultures. Okay. Revenons rapidement aux questions de migration et immigration. Okay, nous avons touché sur ça rapidement tout à l'heure en parlant du Québec et donc la place particulière de la Provence en termes d'immigration. Je trouve justement dans notre cas de professeur en Colombie de la langue et la culture française qu'il y a une réelle pertinence pour ces deux notions, donc de l'interculturalisme et la compétence interculturelle, lorsque nous sommes en train de former des étudiants qui préparent un projet d'immigration. Okay? Nous avons donc le cas que j'ai rapidement mentionné tout à l'heure, des étudiants et d'étudiantes qui sont inscrits dans le programme de francisation de MIFI, donc du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration au Québec.
Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas vraiment ce programme, nous avons certains étudiants, je sais à Barranquilla, je ne sais pas combien aussi il y en a dans les autres, j'imagine que oui, mais à quel pourcentage, je ne sais pas, dans les autres alliances du pays. Mais il y a quand même des étudiants qui participent à ces programmes de migration. Et donc qui participent au cours de français pour concrétiser leur projet de migration. Et donc, on a quand même un rôle très, très particulier, très, très beau et très spécial avec les étudiants. Ils ont bien sûr des compétences linguistiques à acquérir, à valider, etc. Mais on est en train de les préparer pour aller vivre dans un autre pays avec une culture, avec une langue, avec des manières de vivre complètement différentes. Et donc, on est là pour les accompagner. Et donc, c'est très beau, mais c'est quand même une responsabilité. Et justement, on doit être très, très attentive à ces questions d'interculturalité lorsqu'on est en train de travailler avec ces étudiantes et étudiants. Justement, on est là pour les accompagner, pour les préparer pour une expérience qui va être vraiment très intéressante, palpitante, mais aussi difficile et ardue. Okay? Il y a quand même, disons, entre la Colombie et le Québec, c'est quand même des cultures avec pas mal de différences. On peut même commencer par le climat. Et ça va bien au-delà. Et donc, ils vont être présentés avec des défis culturels. Okay? Donc, je pense que c'est mieux, c'est préférable qu'elles partent préparées pour ça. Okay? Et on peut participer à ça en tant que professeur en les ouvrant au concept de l'interculturalisme et en les invitant à exercer leurs compétences interculturelles. Okay? Et donc, ça peut vraiment commencer dans la salle de cours en faisant des exercices spécifiques, okay? Des manières de réfléchir, des manières d'aborder ces thèmes, bien sûr en travaillant avec la langue. Et c'est ça que nous allons voir tout à l'heure, okay? Juste maintenant. Okay? Je vous présente ici quelques petites idées de mise en œuvre. Okay? Donc, utiliser ce concept, utiliser le concept de l'interculturalisme ou la compétence interculturelle dans la salle de cours n'a pas besoin d'être quelque chose de très théorique. Je sais que la présentation avait un peu cet aspect-là, mais bon, ici, on est globalement professeur, pédagogue, donc on veut quand même avoir ces bases théoriques, mais dans la salle de cours, c'est peut-être pas la peine de le présenter de cette manière-là. Ce qu'on veut plutôt faire, c'est de le mettre en action, de le mettre en œuvre. Okay? Et donc là, on va voir quelques manière qu'on peut essayer de faire ça. Okay? Par exemple, ici, on voit une petite activité. Vous aurez la bibliographie à la fin de la présentation. Okay? Ici, une petite activité où on a quelques mots assez basiques, assez communs qu'on voit en français et aussi dans d'autres langues. Moustique, baguette, brocoli, érable, et carotte, par exemple. Okay? Et l'étudiante est amené de trouver la langue d'origine. Okay, de ce mot. Par exemple, baguette vient de hébreu. Okay? Caviar vient du turc à la base. Okay? Donc, ça, c'est un petit exercice de brise-glace, par exemple, que les étudiants pourraient faire du bout de cours, juste pour voir, bon, on est en train d'apprendre la langue française, mais la langue française ne vient pas que des racines gauloises, dans la langue française comme on le connaît maintenant. Il y a aussi quand même un mélange très fort d'autres langues, d'autres cultures qui jouent même dans la construction de la langue comme on le connaît maintenant. Okay? Petit exemple. Un autre exemple, un peu plus élaboré. On a quelques textes ici, okay? Quelques textes courts. Donc là, on serait à un niveau un peu plus avancé, peut-être à partir du niveau B1. Où l'étudiant et l'étudiante est amené d'associer les thèmes pouvant être propices à l'incompréhension et au malentendu dans la rencontre interculturelle aux situations correspondantes. Okay? Donc, on a ces petits textes, par exemple, prenons la C. Okay? Matisse, établi en Argentine depuis quelques mois, s'étonne de la période d'attente avant qu'une débute une réunion importante. Et remarque qu'au Québec, les réunions commencent généralement à l'heure fixée, tandis que dans son nouvel environnement, elles débutent lorsque tous les participants sont arrivés et sont prêts à commencer. Okay? Donc, petit quiproquo interculturel que peut-être nous avons expérimenté d'une manière ou d'une autre. Okay? Rien de grave, mais quelque chose qui pourrait créer éventuellement des tensions
ou des incompréhensions si on n'est pas conscient de ce qui est en train de se passer. OK? Donc, dans ce type d'exercice, l'étudiant serait non seulement en train de lire le français, et donc de pratiquer les compétences linguistiques de la lecture, du lexique, etc., mais serait aussi amené à donc réfléchir aux aspects interculturels de ce qui est en train de se passer. OK? Donc, par exemple, ici, on pourrait associer ça, ce texte, c'est à la réponse, la première réponse, par exemple, la perception différente du temps et de l'espace, OK, qu'on peut avoir entre cultures. Et donc, juste le fait, ça pourrait éventuellement sembler un peu basique lorsque nous avons un peu plus d'expérience dans ce type d'interaction, dans ce type de réflexion, mais ce n'est pas, en fait. C'est quelque chose de très important et c'est vraiment quelque chose, je pense que c'est vraiment important de le clarifier et de travailler ça avec les étudiants. Et bien sûr, on est en train de faire ça avec la langue. OK? Donc, là, on a quand même plusieurs compétences qui rentrent en jeu. OK? Donc, on a ça comme exemple. Autre exemple ici, ok, donc ici on a deux cartes, donc une de la France, la première, donc celle qu'on voit à gauche, donc c'est une linguiste qui s'appelle Mathieu Avanci, oui, Avanci, je vais dire Harry, Mathieu Avanci. Et lui, en fait, il travaille avec la variation linguistique en France et dans les pays francophones d'Europe. Donc, ici, on a les dénominations de la pluie intense et soudaine, okay, au sein de la France même. Donc, on a averse, que peut-être on le sait toutes et tous, mais il y a quand même pas mal de diversité dans ce même mot au sein d'un pays. Okay? Par exemple, dans le nord, on voit drache, okay? On a la Khadé, plus dans la zone alpine, okay? Au sud, la Hamad, la Chavan, la Fouchat, Chagat. On a plein quand même de terminologies différentes. Donc, en montrant des choses comme ça, on peut même voir comment au sein d'un seul pays, okay, et une seule langue, on a quand même pas mal de diversité. Et par exemple, quelqu'un du Nord qui dit, qui utilise le terme drache, peut-être ne comprend pas, peut-être ne connaît pas la Chavanne qu'on utilise dans le Sud-Est, par exemple. Donc, juste en montrant ce type de diversité lexicale, ça pourrait être une manière d'amener ça avec les étudiants. L'autre carte nous montre une différence des expressions, okay, pour parler de, bon, là on a l'expression à la base qui est en anglais, it's Greek to me, okay, c'est du chinois en français. Donc, on est quand même en train d'utiliser avec cette expression, donc d'expliquer que quelque chose est incompréhensible en plaçant le nom d'une autre langue dessus. Okay? Donc déjà là, on a quand même quelque chose qui est un peu intéressant à réfléchir. Mais on voit sur cette carte juste de l'Europe comment cela change en fonction des pays. Donc, pas mal de pays utilisent du chinois comme la langue très difficile à comprendre, mais on a quand même arabe, on a quand même l'hébreu, on a quand même les grecs, on a la langue de la Patagonie, okay? Donc plusieurs manières en s'associant avec d'autres langues et d'autres cultures de part de quelque chose d'incompréhensible. Okay? Donc, ici, quelques exemples imagistiques que vous pourrez éventuellement utiliser. Mathieu Avanci, il a plein de cartes. C'est très intéressant, c'est très drôle aussi si ça vous intéresse. Mais bon, un autre type d'activité que vous pourrez éventuellement utiliser en cours pour un peu susciter la discussion. Pour parler de ça, j'imagine qu'en Amérique latine, on a plein de manières différentes d'explorer aussi cette question de cette expression quand quelque chose est incompréhensible. OK. Dernière chose, là, je ne vais pas trop en parler parce qu'on est un peu court de temps, mais je vous enverrai ça. Un peu genre le concept de culture de l'iceberg. Okay? Donc, plusieurs notions qu'on pourrait explorer, qu'on pourrait voir afin d'explorer ces questions un peu plus dans un peu plus de détails. Okay? En pensant à des choses un peu basiques comme l'art, littérature, théâtre, et en allant vraiment sur des questions un peu plus nuancées, un peu plus peut-être sensibles, comme la perception de soi, par
par exemple, l'organisation de l'espace physique, le langage culturel, le rythme du travail, etc. Okay? Tout ça, on pourrait explorer de plusieurs manières avec des jeux, avec des activités orales, etc. Plein de types d'exercices, donc vous aurez ça un peu pour explorer. Et là, j'ai un peu ici, juste dans ces dernières slides, j'ai mentionné quelques notions qui sont très susceptibles non seulement à intéresser les étudiants à parler quand même des différences culturelles, de leur propre perception des choses, mais qui seraient très intéressants à discuter, à parler en cours. Comme la ponctualité. On a vu l'exemple de Matisse, le Québécois en Argentine. Okay? Donc, quand même des différences entre la ponctualité. Je pense entre la Colombie et le Québec, par exemple, on aura cette même différence ou quelque chose de similaire. Les cadeaux, les rencontres sociales, comment on fait ça? Est-ce qu'on le fait dehors? Est-ce qu'on le fait dans la maison de quelqu'un? À quelle heure? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on boit des verres? Est-ce qu'on mange? Est-ce qu'on boit du café? Est-ce qu'on c'est voir pour une activité physique? La nourriture, les repas, comment ça s'est fait entre amis? Okay? Comment ça s'est fait lors d'une première rencontre? Quand est-ce qu'on invite quelqu'un à la maison? Les boissons, est-ce qu'on peut la tourner? Est-ce qu'on partage? Est-ce que c'est normal de boire de l'alcool avec quelqu'un? Est-ce qu'on mise surtout sur une boisson chaude, non alcoolique, du jus? Quand est-ce qu'on fait tout ça? Quand est-ce que c'est socialement accepté? La façon de se saluer. Est-ce qu'on fait la bise? Est-ce qu'on fait un câlin? Est-ce qu'on se serre la main? Tout ça, c'est des choses très basiques qu'on fait tous les jours, mais très essentielles lorsqu'on est en train de connaître et s'adapter à une nouvelle culture. Okay? Si on débarque quelque part où le contact physique n'est pas très facile, disons, et on va faire un gros câlin ou faire 3 bises, bah, ça pourrait être un peu compliqué, surtout dans le contexte professionnel. L'humeur, par exemple, très, très important et quelque chose qui pourrait vraiment mener à des malentendus entre personnes. La pause déjeuner. Comment on le fait, comment ça fonctionne au sein du bureau, par exemple, au sein du monde professionnel. Est-ce qu'on sort ensemble? Est-ce que chacun ramène son petit plat, son tupper? Comment on fait? Les relations interpersonnelles de manière générale, les relations au travail. Est-ce qu'on vous voit? Est-ce qu'on tutoie? Comment fonctionnent toutes ces questions de hiérarchie au sein du travail? Comment on interagit avec les collègues, tout ça, ça varie entre cultures, entre pays. Les vacances aussi, par exemple, comment on aborde cette question, comment on vit les vacances, combien de vacances on a chaque année. Tout ça, ce sont des questions très culturellement différentes. Okay? Et donc là, en amenant ces sujets au sein de la salle, nous pourrions vraiment, normalement, les étudiantes et les étudiants aiment bien parler de ce genre de choses parce qu'ils ont des choses à dire. Chacun a quelque chose à dire par rapport à son rapport avec la pause déjeuner, parce qu'on le fait toutes et tous. Chacune a son propre rapport avec la ponctualité, par exemple. Donc, ça amène à la discussion. On est vraiment dans l'expression verbale, l'expression orale, des choses, et on est quand même en train d'explorer cette compétence interculturelle et ces notions d'interculturalisme. Donc, il y a vraiment des manières très light, très légères au début d'amener ces questions au sein de la salle de cours. Et comme ça, on est vraiment en train de non seulement, comme j'ai dit tout à l'heure, de pratiquer, d'utiliser les compétences linguistiques, mais aussi de vraiment exercer cette compétence interculturelle et ces notions de l'interculturalité. OK. Je pense qu'on va passer directement aux questions au lieu de petit travail en groupe parce que là, on est un peu... Pierre, tu me confirmes, mais là, on est 52. Ouais, on est un peu court en termes de temps là pour Ouais. faire une activité. En fait, si on fait l'activité, on n'aura pas le temps de prendre les questions. Oui, bon, je pense que c'est mieux qu'on passe aux questions. Donc voilà, pour conclure, avant de passer aux questions, globalement, comme je vous ai dit, un peu juste pour récapituler, il y a quand même une grande compatibilité entre la notion de l'interculturalisme à la québécoise et la compétence interculturelle. Je trouve que c'est vraiment deux outils qu'on peut utiliser dans la salle de cours de langue de manière, oui, très, très cohérente, très fluide.
Et donc, on peut vraiment les exploiter ensemble dans la salle de FLE à travers plusieurs manières, tout en exploitant aussi, en pratiquant les compétences linguistiques au profit non seulement des étudiants, mais aussi à notre profit en tant que professeur. Okay? Parce que parfois, en faisant ce type d'exercice, nous, on apprend, bah, pas parfois, toujours, au moins, toujours j'apprends. Et c'est très intéressant. On est en train de s'enrichir et d'apprendre nous-mêmes en même temps. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous écoute. Si vous avez des questions, juste, je vous invite à utiliser l'option lever la main ou éventuellement vous pouvez l'écrire dans le chat. Vous avez des questions pour Katrina? Non, vous n'avez pas de questions? Allez, allez, hein, ne soyez pas timide. Voilà, c'est le moment ou jamais. Non, personne? Ah, ok. Il y a Clara, Katrina qui te dit, je ne sais pas si tu peux le voir, mais elle te dit, Oui, elle n'a pas de questions, mais voilà, tout était très clair et très intéressant. merci Clara. Merci. Contente que tu sois là. Bon, bah, très bien. S'il n'y a pas de questions, c'est très bien. Comme je vous ai dit, bah, je pense on peut partager les documents. Donc là, j'ai quand même une petite bibliographie que je pourrais partager avec vous, où vous pouvez trouver quelques documents, quelques ressources en plus. Ah, Euh, pardon, N'hésitez je te coupe, il y a Marisol qui dit qu'il y a des sujets plutôt délicats à traiter. Euh, Effectivement, ça, c'est un vrai problème. Comment tu traites ça, justement? Oui, non, c'est clair, Marisol. Et bon, je pense d'abord, la première chose, oui, oui, qui font partie de l'interculturalité, bien sûr. C'est, c'est quelque chose, il faut commencer, je pense, juste en les travaillant avec beaucoup d'humilité, je dirais, et beaucoup de respect pour l'autre. Et en sachant, bon, nous, on est là, disons, en tant que professeur, mais on n'est pas non plus censé, nous, oui, nous ne sommes pas censés prendre la posture de quelqu'un qui sait tout, qui a toutes les réponses, etc. Bien sûr que non. Donc, on est aussi là pour apprendre. Disons que, bon, parfois, on va être pris au court, peut-être on ne saura pas exactement comment répondre. Parfois, on pourrait voir des tensions qui surgissent. Mais je pense en prenant une posture de respect, d'écoute et d'humilité, on peut normalement gérer la majorité des situations. Et vraiment, en instaurant aussi, je pense que c'est très, très important d'instaurer ça avant de commencer une discussion qui pourrait amener vers quelque chose qui pourrait être un peu tendu. Et en rappelant aux étudiants qu'on est là pour créer une ambiance de respect, okay, qu'on ne devrait pas passer des limites euh, dans ce sens-là, et que ce n'est pas la place de montrer oui, un manque de respect envers ses camarades. Mais oui, il faut voir un peu comment la conversation évolue. On peut toujours mettre stop si on pense que en fait, ça va trop loin. On a quand même la possibilité de dire, bon, bah, là, on clôture le sujet pour aujourd'hui aussi. Donc, il faut prendre chaque situation, je pense, comme on peut, mais oui, avec beaucoup de respect, beaucoup d'humilité et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écoute. Beaucoup d'écoute. Merci. Je ne sais pas si quelqu'un a une autre question. Ça va. Donc, juste un petit mot en conclusion. Alors, Ah, oui, Raphaël qui a levé la main. Une question, Raphaël? Salut. Alors, je voudrais savoir quelle est vraiment la cause, par exemple, quand on parle des communautés au Québec, par exemple, des communautés haïtiennes, communautés latines, qui ne se sont pas acceptées par la communauté locale
Alors, ils ont créé une lequel l'interculturalisme s'est développé entre eux, mais pas exactement entre la culture québécoise. Alors, quelques immigrés, les familles immigrées, ils ont trouvé des points en commun, les Étiens, les Latins, les Arabes, ils ont trouvé des points en commun, mais avec les familles, avec les personnes qui sont locaux, ils se sont discriminés. Quelle est probablement la cause de cette situation que, alors, je ne trouve pas le mot. Alors, cette situation présentée au Québec. Hmm. Non, allez-y. Je ne sais pas si vous avez terminé, Raphaël. Ah non, je voudrais seulement ajouter que c'est plutôt un interculturalisme partiel, mais pas complet, je crois. Mais à cause de quoi? Oui, bon, très honnêtement, je ne sais pas si je pourrais vous dire la cause. J'imagine qu'il y a plusieurs, et bon, c'est dommage déjà. La cause, je ne sais pas. Disons, la cause des discriminations s'il y en a des discriminations entre la communauté québécoise et la communauté immigrée, cette cause, je ne sais pas. Malheureusement, je pense que c'est quelque chose qui existe très souvent et oui, qui est dommage. Euh, Pourquoi les communautés, disons que tu parlais des communautés d'Amérique latine et communautés arabes qui ont formé en fait leur propre communauté. Non plus, je ne suis pas sociologue, ethnologue, anthropologue dans cette région-là, donc je ne peux pas vraiment vous donner une réponse claire. Mais je pourrais imaginer que il y a quand même une sorte de terre commune, un peu de common ground qu'on peut trouver en tant qu'immigré dans un pays, comme on voit des communautés d'expatriés, d'émigrés un peu partout, où n'étant pas de quelque part, on se retrouve un peu plus facilement avec d'autres personnes qui ne viennent pas de là, parce qu'on a cette chose en commun, qu'on ne vient pas de là. Donc, moi, je le verrais comme ça. Moi, je pense que ce que tu décris, oui, ça serait un peu comme une forme de multiculturalisme, comme on a parlé de la notion un peu globalement plus canadienne, où les cultures vivent à côté, ok, mais pas en interaction. Et oui, donc une forme d'interculturalisme partiel, comme vous avez dit, entre les communautés immigrées. Mais oui, on a plusieurs niveaux de complexité là, tout à fait. Mais pour la cause, oui, malheureusement, je ne peux pas vous répondre. Est-ce que, ok, merci euh, pour votre réponse. Mais, ok, et j'ai une autre question. Est-ce qu'il y a toujours dans cette relation interculturaliste des résultats sains? Par exemple, il y a des cultures qui probablement dominent une autre, et je ne sais pas si c'est le cas du français ou l'anglais, par exemple. Si dans le interculturalisme, s'il y a une culture dominante, Mhm. je pense l'idée avec l'interculturalisme, c'est que non, en fait, qu'on essaie de ne pas avoir une culture dominante. Okay? Bon, il y a, disons, au Québec, la culture francophone, okay, en termes linguistiques, okay, parce que le français, c'est la langue qu'on doit utiliser pour tout ce qui est légal, pour l'éducation, pour les échanges publics, etc. Donc, il y a une sorte de dominance légale linguistique, oui. Par exemple, on ne pourrait pas aller au tribunal en arabe et attendre que tout soit traité exactement égal en arabe juste parce qu'on veut là-bas, parce que légalement, c'est une province francophone. Donc, il y a quand même des structures mises en place dans ce sens-là. Donc, on pourrait parler d'une certaine dominance dans ce sens-là, oui. Euh, mais je pense aussi chaque lieu, chaque pays a ce type de loi parce que sinon, bon, qu'on a une langue ou qu'on en a plusieurs, par exemple, comme en Inde, on a 22, je pense que je m'appelle bien, langues nationales légalement acceptées. Mais je pense qu'il faut un peu de structure, un peu de contrôle dans ce sens-là, sinon c'est difficile de gérer un gouvernement, un système légal ou un système éducatif, par exemple. Mais
l'idée, je pense, est dans l'interculturalisme qu'on essaie quand même, malgré ça, d'éviter des formes de dominance en disant, bon, on va chercher cette terre commune linguistique, mais à part ça, tout le monde peut mettre un peu des leurs en termes culturels, en termes de tradition, de pratique, et on va essayer, à partir de nos cultures respectives, de créer cette culture commune qui vient un peu, disons, on a la culture première, disons, la culture deuxième, et puis la culture commune, et on essaie de garder une certaine égalité entre les trois. Merci beaucoup. Merci à vous. J'espère que ça répond un peu à vos questions. Ok, très bien. Merci Katrina. Juste pour conclure, alors tous les documents que tu montres après sur la bibliographie et sur même les documents voilà, que tu as montrés, je vous les enverrai. D'accord? Je pourrais vous envoyer tout dans les prochains jours. Donc voilà, si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à répondre à mail. Soit vous avez vu le mail de Katrina, soit vous pouvez m'envoyer un mail également. Et j'en profite également pour vous annoncer que vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour le deuxième webinaire qui aura lieu le mercredi 17 avril et qui portera sur un sujet complètement différent. On ne va pas parler de l'interculturalité, en tout cas pas que ça, mais plutôt des cours enfants et quel matériel utiliser pour vos cours enfants. Donc voilà, on pourra réintégrer hein, l'interculturalité aussi et, pour des cours enfants qui pourront deviner, comme tu as montré, l'origine de certains mots qu'on utilise en français. Pourquoi pas. Mais voilà, en tout cas, je vous remercie d'être venu à ce premier webinaire de l'année 2024. Donc, il y en aura 5 autres. Donc voilà, je vous ai déjà invité pour le prochain. Donc, merci à tous et voilà, bonne soirée. Et puis, merci Katrina et on se voit dans un mois. Merci Pierre, merci Katrina. Et puis comme l'a dit Pierre, voilà, on sera ravis de vous retrouver au mois d'avril pour le webinaire sur les cours pour enfants. Merci beaucoup et merci Katrina, c'était très intéressant et d'avoir initié voilà, cette session 2024 des webinaires Col Fleuve. Merci à tous. Bonne soirée.